On est jeudi et jeudi, ça rime aussi avec notre chronique Actualité internationale avec Benoît Lapierre qui est avec nous. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. D'importantes annonces ont été faites par le président russe Vladimir Poutine hier lors de son discours annuel devant le Parlement et celui-ci propose notamment d'apporter des changements substantiels à la Constitution et a annoncé aussi vouloir s'occuper davantage du problème démographique du pays. Et ce discours a été suivi de la démission surprise du premier ministre Dmitri Medvedev et de son gouvernement, mais compte rester en poste jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement ne soit nommé. Dmitri Medvedev, on le connaissait un peu. Il a été président de 2008 à 2012. Est-ce qu'on va savoir qui va le remplacer? Oui, on le connaît. Il s'agit de Mikhail Mishustin, 53 ans, un politicien de carrière qui a passé les 10 dernières années à être le président responsable du fisc russe. C'est peut-être un président de transition. Il n'était pas vraiment connu. On va voir combien de temps il va rester là. Mais une chose est certaine, c'est que le temps de Medvedev était passé. Les meilleures heures étaient derrière lui. Quand on regardait les sondages, Medvedev, sa cote de popularité dépassait rarement les 30%, tandis que la celle de Vladimir Poutine est encore très haute, autour de 70%. La raison pourquoi Medvedev a dû donner sa démission, c'est qu'il est devenu quand même assez impopulaire à cause de plusieurs réformes qui ont été mal gérées, notamment celle des retraites qui a été faite l'année passée, où les travailleurs russes se sont fait annoncer qu'ils allaient travailler 50 plus pour le même salaire, pour la même pension. Donc ça l'a vraiment écorché. Et j'imagine que toutes ces manifestations-là, toutes ces mauvaises nouvelles qu'il a annoncées, l'ont rendu tellement impopulaire que les dirigeants du parti, les dirigeants du pays, les hauts fonctionnaires ont dit que Medvedev allait sûrement pas être un plan à long terme pour la Russie d'après Poutine. Et ces démissions font suite à l'annonce de Vladimir Poutine de plusieurs changements à la Constitution. C'est quoi ces changements-là? Oui, Vladimir Poutine a annoncé plusieurs changements et il a lui-même dit que les Russes étaient mûrs pour ce genre de changement-là. Le régime russe, c'est un régime semi-présidentiel et toute la Constitution, tout l'appareil de l'État a été hérité de l'ex-URSS après la chute de l'Union soviétique. Quand ils ont décidé de refaire une Constitution, ils ont voulu faire le plus de protection possible pour pas qu'une deuxième dictature arrive. Et justement, il y avait beaucoup de lois intrinsèques qui muselaient le pouvoir de l'État. Et justement, Poutine disait que le président avait peut-être pas avait peut-être un petit peu trop de pouvoir à comparer du Parlement. Il faut savoir que le système politique russe est beaucoup inspiré du système présidentiel français. Un président fort et le Parlement est un petit peu plus à l'écart, tandis que là, avec ces réformes-là, Vladimir Poutine veut donner plus de pouvoir au Parlement et à son premier ministre. Notamment, une des choses qu'il veut faire, c'est que le premier ministre serait maintenant élu. Il serait élu par les députés de la Chambre. C'est quelque chose de nouveau, parce que là, pour l'instant, dans un régime présidentiel, comme en France ou en Russie, c'est que le premier ministre ou même les ministres ne sont pas élus. Au Canada, quand on a un ministre, c'est souvent un député qui reçoit une promotion et il vient après ça ministre, tandis que dans ce genre de système présidentiel-là, un parfait inconnu du public, entre guillemets, peut devenir ministre. Il ne sera jamais été voté. La seule légitimité qu'il y a, c'est que le président qui l'a nommé, lui, a été élu. Tandis que là, il voudrait faire que chacun des ministres, chacun des premiers ministres soit l'aval du Parlement. Ça, c'est la première mesure très importante qu'il veut mettre de l'avant. La deuxième chose qu'il veut faire, c'est plus faire une rénovation de la Constitution, entre autres, que les futurs présidents de la Russie doivent avoir passé 25 ans au pays avant de pouvoir se présenter à la présidence. Moi, à mon avis, c'est qu'il veut pas que des choses comme en Géorgie, en Ukraine dans le passé, au Kyrgyzstan arrivent. C'est qu'une personne qui a passé toute sa vie, mettons, aux États-Unis ou dans un autre pays, arrive et 2 ans avant les élections reviennent au pays et prennent le pouvoir comme ça. Ils veulent vraiment garder quelqu'un de l'intérieur pour faire une certaine continuité. Et finalement, la troisième grande mesure, c'est qu'il veut faire que la Constitution russe soit au-dessus des lois internationales dans la hiérarchie des normes. Ça, c'est quelque chose de discutable, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que souvent, il y a des pays qui disent qu'ils se mettent en dessous du droit international. Donc, ça fait que les lois que les députés votent aient moins de poids que des lois qui n'ont pas été votées en fin de compte par les personnes. Donc ça, c'est discutable. Il y en a qui disent que on joue pas le jeu des relations internationales, mais ça, il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Et pour valider ces changements, le président russe propose de faire un référendum?
Oui, il n'a pas encore annoncé de date, mais ça, c'est quelque chose qui a vraiment mis l'accent dessus, qui voulait que ces nouveaux changements-là soient vraiment validés par la population, par le biais d'un référendum. Sûrement que ça va se faire peut-être en 2024, lorsqu'il va y avoir les prochaines élections présidentielles, c'est à voir. Sauf qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que le président russe avait pas besoin de passer par la voie référendaire pour faire ce changement-là. Selon la Constitution, c'est le Parlement qui aurait à voter ce genre de changement constitutionnel dans le pays. Et vu que Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, a la majorité en Chambre, il aurait pu faire ce changement-là facilement. Et justement, si Vladimir Poutine a annoncé qu'il voulait passer par la voie de référendum, c'est qu'il croit qu'il y a des bonnes chances de pouvoir réussir à remporter son pari de passer aux urnes pour faire ces changements-là. Et depuis cette annonce, les rumeurs courent quant aux intentions de Vladimir Poutine pour la suite des choses. Est-il en train de préparer l'après 2024? Oui, la transition commence à se faire. Justement, comme tu l'as dit, c'est Vladimir Poutine est au pouvoir jusqu'en 2024. Et après ça, il y a beaucoup de spéculations sur son avenir politique après ce mandat présidentiel-là. Il y en a qui disent qu'il va faire un tour au poste de premier ministre, comme il avait fait en 2008. Moi, personnellement, j'y crois pas. En 2024, il va avoir 71 ans. Il aura incarné la Russie pendant 24 ans. Et sûrement qu'il a vu ces dernières années, on peut penser à Bouteflika en Algérie, qui s'est fait tasser du pouvoir parce qu'il était rendu trop vieux et qu'il voulait s'accrocher au pouvoir. On peut penser à Morales, qu'on a parlé les dernières semaines, qui a voulu changer la Constitution pour rester au pouvoir, même s'il y avait quand même un certain capital de sympathie auprès de la population. Le fait qu'ils veulent s'accrocher a vraiment chauffé à blanc ses opposants. Et il y a aussi beaucoup de pays de l'ex-URSS qui sont morts au pouvoir sans préparer la transition. Je crois que c'est quelque chose qu'il veut vraiment éviter et je crois qu'il veut faire comme son collègue kazakh Nursultan Nazarbayev qui a annoncé sa démission afin de pouvoir préparer vraiment une transition harmonieuse et pas arriver avec soit une mort, soit avec un coup d'État, quelque chose qui ferait que la transition serait très mal. Une autre chose ici qu'il faut savoir, c'est que les meilleures années de Vladimir Poutine et de son gouvernement sont derrière lui. Ça fait quand même 24 ans qu'il est là. Il y a une certaine usure du pouvoir et justement, ce serait peut-être le temps d'avoir du sang neuf et c'est toujours mieux de faire préparer sa transition plutôt que de la subir. Et justement, à cause de tout ce qu'on a dit, à cause de l'usure du pouvoir, ce serait très compliqué pour Vladimir Poutine de faire un tour de force et changer la Constitution dans le but de rester au pouvoir. En parallèle de toutes ces annonces, Poutine a aussi dit vouloir s'attarder au problème de natalité qu'il qualifie de défi historique. Oui, la démographie en Russie, c'est vraiment un gros problème qui date quand même depuis plusieurs années. C'est pas la première fois que Vladimir Poutine en parle. Selon les estimations, la Russie devrait perdre une vingtaine de millions d'habitants d'ici les 30 prochaines années. Pour l'instant, la population russe s'élève à 147 millions d'habitants et elle devrait être à l'entour de 125 millions dans 30 ans. Donc, c'est vraiment un sujet que la Russie et son président Vladimir Poutine veulent s'attaquer. Et entre autres, ils veulent faire monter le taux de fécondité. Le taux de fécondité des femmes russes est seulement 1,5 enfants par femme et ils voudraient le ramener en 2024 à 1,7 enfants par femme. Pour ce faire, il a annoncé plusieurs projets, notamment l'extension du programme d'aide financière aux parents qui sera maintenant disponible à partir du premier enfant. Ça, c'est quand même un 7 000 $, 30 000 roubles qui est vraiment donné à l'enfant à la naissance sans condition. Peut-être bien qu'ici, on peut dire, ouais, on fait pas un enfant pour 7 000 $. Sauf qu'en Russie, 7 000 $, c'est quand même une année de salaire net, grosso modo. Donc, c'est quand même un incitatif, puis ça aide aussi les parents à pouvoir justement lâcher leur travail pendant une année pour s'occuper de leur enfant. Il avait fait aussi ce même genre de mesures au début des années 2000. Il y avait eu un certain succès, mais la hausse du taux de fécondité qui a été faite grâce à ces mesures-là a juste permis de repousser la tendance baissière quelques années plus tard. Sauf que la pyramide des âges en Russie, si vous la regardez, elle ressemble un petit peu à un champignon. Il y a beaucoup de personnes dans la tranche 40-50 ans, et quand tu regardes plus jeunes, les jeunes 30 ans, 20 ans qui seraient en âge d'avoir des enfants, la pyramide des âges est vraiment restreinte. Donc, même avec ce genre de mesures-là, ça va être difficile de renverser la tendance. Au mieux, d'après moi, ça va être juste atténuer les effets négatifs qu'on va pouvoir faire avec ce genre de mesures-là. Benoît Lapierre, merci beaucoup d'avoir expliqué ce sujet-là d'actualité. Merci à toi, Marie-Ève.